Bonjour à tout le monde. Merci à Gérard qui cache son talent. Merci, c'est une nouvelle musique. Sociologue de formation, je vais commencer tout de suite par une enquête. Qui n'était pas là hier soir? Levez le doigt. Oh! Oh, non, pas où? Oh! C'est bien dommage. Vous auriez appris qu'il y avait de quoi être inquiet, mais que nous pouvions trouver la joie de bâtir une cathédrale. Même si nous ne la verrons pas achevée, le monde de nouveau commence dès aujourd'hui. Voilà ce que vous avez raté, mais en un mot, vous avez compris que vous étiez chacune et chacun porteurs d'espérance pour aller sur l'autre rive. Espérons la voir le plus tôt possible. Alors maintenant, nous allons entrer dans ce Rivix, TEDx à la mode Rive Espérance. Et tout de suite, je passe la parole à Alix. Alix, qui est étudiante en logopédie. Elle va arriver tout de suite, je suis sûr. Ah ben voilà, c'est un suspense, mais c'est pas grave. La voilà. Alix et Rodolphe. Donc Alix, jeune étudiante, jeune et étudiante, voilà. Et Rodolphe, jeune, mais tout juste travailleur, conseiller, s'il vous plaît, conseiller politique pour les entreprises. Il y a de l'avenir là, puisqu'on annonce beaucoup de changements dans ce monde-là. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Père Charles. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue à l'Aula Magna pour cette 5e édition de Rive Espérance, et spécialement Rivix de ce matin, qu'on a eu la chance de préparer avec Alix, entouré de Père Charles, mais aussi de quelques personnes qui sont dans la salle, et on les remercie pour ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, on va parler de la transition, mais on est dans un monde qui change, et ça tout le monde s'en rend compte, que ça d'un point de vue sociétal, des inégalités qui sont de plus en plus grandes, une écologie qui est la question principale, et on vous rappelle que demain, il y a la grande marche pour le climat à Bruxelles, une économie qui est de plus en plus ultra-libérale, peut-être qu'il faudra la réformer, et même la religion, qui est quand même un des piliers de notre société, ne fait plus vraiment la cote, ou en tout cas, quand on écoute ce qui se passe en France avec le rapport qui vient de paraître, eh bien, on peut se poser la question. Et si cette matinée, c'était l'occasion justement de réfléchir ensemble à cette question de la transition, et la transition dans plusieurs aspects. Mais on va vous donner les buts de cette conférence, comme ça vous pourrez y réfléchir. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement que vous veniez, que vous profitiez des orateurs d'exception qui sont là ce matin, mais c'est aussi que vous repartiez d'ici avec un bagage, et Alix peut vous en parler. Tout à fait. Donc les buts de cette conférence, eh bien, il y en a deux buts principaux. C'est que nous fassions corps, que nous soyons tous ensemble pour écouter cette conférence, parce que cette conférence va nous pousser à agir, à poser des actions concrètes pour aller vers une transition que nous avons déjà entamée, mais transition concrète néanmoins, tous ensemble. Et puis, moi j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que la transition? C'est très large comme question finalement. Nous n'allons pas vous donner la définition, ce serait beaucoup trop facile, on est d'accord. Nous allons vous demander ce qu'est la transition pour vous, à l'aide de cet outil fabuleux qu'est le WooClap et que Rodolphe va vous expliquer. Donc, pour la première fois dans une salle de spectacle, nous vous proposons de garder votre téléphone avec vous pendant toute la conférence de ce matin, de le garder allumé, et vous pouvez nous rejoindre. Alors, si vous êtes très à la pointe de la technologie, vous avez un site internet, et si la technologie est aussi familière pour vous que pour moi, vous pouvez simplement envoyer un SMS au numéro qui s'affiche en grand, en envoyant @rivix à ce numéro, et alors là, vous serez dans les participants. Il y a déjà 6 personnes qui l'ont fait, donc je vois qu'il y en a qui maîtrisent. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez réagir instantanément à certains moments très spécifiques. Et donc, pour ceux qui se connectent par SMS, ce qui est probablement la majorité, eh bien, vous devrez simplement envoyer la réponse à la question qu'on vous pose par SMS à ce numéro. Et je vous rassure, ce n'est pas surtaxé, c'est au prix d'un SMS normal, donc ça en vaut la peine. Donc il y a déjà 16 personnes, 17. Je vais laisser un petit peu, comme ça vous avez le temps pour ceux qui veulent encore nous rejoindre. Comme ça vous voyez aussi le numéro de téléphone. Donc je rappelle, c'est le 0460 200 711 et donc ce n'est pas surtaxé. Pendant que vous vous inscrivez, Rodolphe, qu'est-ce que la transition pour toi? Si toi tu devais prendre ton téléphone et répondre en un mot, qu'est-ce que la transition pour toi?
On doit vous avouer que ce n'est pas préparé parce que voilà. Donc je pense que personnellement la transition pour moi c'est l'idée de changement. C'est un peu le mot le plus bateau, donc on espère que vous serez un peu plus inspirés dans un instant. Il y a déjà 52 personnes, merci beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment la transition, c'est le changement qui est nécessaire. Mais j'attends beaucoup de des conférences, des 4 conférences de ce matin, parce que la transition, pour moi, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez concret. Et donc, je pense que nos 4 intervenants, avec leurs spécificités, vont pouvoir nous parler de de choses concrètes dans ma vie au quotidien. C'est vrai que pour moi, la transition, pour le moment, n'est que écologique. Alors, 79 personnes. Je vous propose de mémoriser le numéro et on va tout de suite passer à la première diapo, si vous voulez bien. Vous pourrez réagir en direct. Voilà, donc ici, vous devez simplement en un mot nous dire que signifie la transition pour vous. Donc je vous rappelle que vous envoyez ce mot par SMS au numéro qui était affiché, auquel vous avez déjà envoyé Rivix, et normalement ce mot devrait s'afficher en grand. Voilà, ça fonctionne. Si je me souviens bien, pour ceux qui auraient... on va vous rappeler le numéro. C'est donc le 0460 200 711. Et donc le premier message à envoyer, c'est @rivx au 0460 200 711. Et alors, il y a plein de mots qui arrivent. Alors, je pense que tout le monde est inspiré par changement que j'ai dit. On va insister sur le un mot. Comme ça permet de vraiment bien avoir une vue d'ensemble et d'avoir des mots qui peuvent se mettre en plus grand si vous êtes beaucoup à les noter. Alors, ça bouge beaucoup et on va peut-être prochainement le figer parce que vous êtes très bavard ce matin et tant mieux. Je note qu'il y a beaucoup quand même de liens avec la nature, respect de la nature, développement, etc. Il y a le mot changement qui reste au centre, évidemment, c'est une des notions principales quand on nous dit le mot transition, pour moi aussi. C'est un changement, mais changement de quoi? C'est justement ce qu'on va voir avec nos intervenants. Voilà, donc j'interromps le vote, comme ça on voit un petit peu les résultats. Il y a quand même pas mal de réponses, donc merci à ceux qui ont déjà participé, ceux qui essayent. Vous aurez l'occasion de vous rattraper dans quelques instants, ne vous en faites pas. Et donc on note vraiment le mot changement, conversion, passage, et c'est vrai que ce sont les synonymes auxquels on pense de prime abord. Moi j'aime beaucoup le mot route qu'on voit à droite, qui n'a peut-être pas été beaucoup cité, mais c'est vrai que la transition c'est un mouvement, c'est pas un objectif. Et pour terminer cette introduction et avant de laisser la place au premier intervenant, c'est peut-être ça qu'on a envie de se dire, c'est ce moment, ce Rivix de ce matin sur la transition, c'est peut-être le premier pas qu'on va faire ensemble dans cette route de la transition. Et on espère que les autres pas, vous les ferez grâce à nos intervenants, mais aussi chacun en rentrant chez vous cet après-midi et puis dans les jours qui viennent. Donc, commençons ce chemin ensemble. Et Alix, nous allons commencer avec un chroniqueur tellement célèbre à la Libre Belgique. Et non, je ne vous parle pas du père Charles Delay, évidemment, mais nous vous parlons d'Étienne de Calataille. Voilà, Étienne de Calataille, économiste que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement déjà, également professeur d'université, chroniqueur à la Libre, comme l'a dit Rodolphe, auteur de multiples livres. Enfin, on ne vante plus ses mérites. Pour lui, il est convaincu qu'une nouvelle économie systémique est la solution, une économie collaborative, et que pour l'intérêt de la société, il faut passer par la coopération. Je ne sais pas. Et on peut l'applaudir quand même pour l'encourager. Bonjour à toutes et à tous. Mon mot, c'était oser. Et je pense que nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'audace, parce que ce qui nous attend, c'est dépasser notre quotidien, et on verra qu'on peut arriver à une société meilleure. Et pour être convaincu que ce qui nous attend, c'est du mieux, avec ou malgré ce que Gauthier nous a dit hier soir, et il y aura un certain nombre de redites, et je vous prie de m'excuser pour certains, et tant mieux pour ceux qui ont levé le bras en toute modestie ce matin, il y a moyen d'aller vers ce mieux.
Le regard que je vous propose, c'est un regard d'économiste, avec donc un regard extrêmement parcellaire. Et fort heureusement, après moi, il y aura moyen de compléter cette vision avec d'autres backgrounds. Et en plus, je dis bien d'un économiste, je n'ai aucune prétention à parler ici au nom d'une science et d'une communauté. Le constat, il est connu. En tout cas, sur le plan environnemental, on pourrait penser que ce n'est pas encore tout à fait le cas, à voir combien est lente cette transition, combien nous semblons être inertes, mais néanmoins, le constat environnemental, il est établi, merci au GIEC. Mais il n'y a pas que cela. Et je souhaiterais, en ce début de week-end, insister sur les autres dimensions de la transition, qui me semblent tout aussi fondamentale. Vous le savez, on a eu tendance à opposer les gilets jaunes et qui avaient des fins de mois difficiles à une préoccupation de fin du monde. Il n'y a évidemment pas à opposer l'un et l'autre, mais il y a à tenir compte de ceux qui ont des fins de mois difficiles pour avoir un programme de transition environnementale. Je vais vous embêter avec des graphiques. Pas trop, mais quand même. Illisible, ce n'est pas un test de chez l'oculiste pour ceux qui sont dans le fond de la salle, mais c'est pour quand même montrer que c'est sur base de faits, de chiffres, de statistiques que nous pouvons nous exprimer. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évolution ces dernières années du nombre de personnes qui, aux États-Unis, disent s'être senties mal chacun des 30 derniers jours. Et donc, on a un certain nombre de nos concitoyens, enfin aux États-Unis, mais parce que les statistiques sont bien meilleures là-bas que chez nous, qui se disent avoir été mal chacun des 30 derniers jours, ce qui est évidemment un constat assez lourd. Et si on regarde un petit peu de manière plus détaillée de qui il s'agit, ma ligne en bleu, sachez que ce sont les personnes de couleur blanche n'ayant pas eu accès à l'enseignement supérieur. Le malaise de l'homme et de la femme blanche, moins éduqués, même si j'ai horreur de cette expression de lien entre être bien éduqué et avoir été à l'université ou en haute école, mais on voit le trumpisme dans cette ligne bleue, c'est une évidence. Ce qu'on voit aussi, c'est cette stagnation du salaire réel aux États-Unis. Le salaire réel, c'est en tant compte du pouvoir d'achat. Ça fait quasi un demi-siècle que le pouvoir d'achat de l'Américain homme moyen stagne, là où on lui vend une histoire de progrès, d'amélioration, de chemise où il suffit d'en retrousser les manches pour que ça aille mieux. La ligne en dessous, ce sont les femmes, où il y a à la fois à déplorer, bien entendu, qu'elles continuent de gagner moins que les hommes et à se réjouir d'un début de convergence. Incidemment, le premier, entre guillemets, rival de l'homme travailleur américain, ce n'est pas le chinois, c'est la femme américaine, mais qui, fort heureusement, a aujourd'hui accès au marché du travail, ce qui était moins le cas antérieurement. Une autre manière de regarder les choses, et ce sont des statistiques qui viennent d'une maison qui s'appelle Goldman Sachs. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, si ça vous fait peut-être penser à la finance sous ses côtés les plus abominables, eh bien même ces gens-là se préoccupent de quelque chose qui s'appelle les inégalités. Et vous avez une ligne qui a l'air d'être bien haute, c'est l'évolution du revenu en pouvoir d'achat en termes de réel, en tenant compte de l'inflation. Vous avez pensé, il y a 4 lignes dans le graphique, donc c'est les 25% les plus nantis. Non, c'est le 1% le plus nanti. En fait, la ligne en dessous, ce n'est pas le quart le moins nanti, ce sont les 90% les moins bien et dont vous voyez qu'ils stagnent. Et à droite, c'est ce fameux ascenseur social qui est en panne. Et on parle de Rive Espérance, mais il y a une désespérance sociale qui est tout à fait patente et qui n'est pas que dans la perception. Nous avons aujourd'hui, une fois encore, c'est un chiffre américain, un Américain sur 2 qui, au même âge, vit moins bien que ses parents en termes de pouvoir d'achat matériel. Et bien entendu, la vie ne se limite pas au pouvoir d'achat matériel. Un Américain sur 2, disons à 30 ans, a un pouvoir d'achat inférieur à celui que ses parents avaient quand eux avaient 30 ans. Voilà ce que ça dit. On vient de plus de 90%. Donc la vision prométhéenne d'une amélioration continue du bien-être, et une fois encore,
du bien-être matériel, et nous savons que ce n'est qu'une toute petite partie, mais ça peut quand même aider, eh bien, cette vision prométhéenne n'est plus la réalité. Mais les problèmes ne sont pas que dans le portefeuille. Vous avez ici l'augmentation de la proportion d'autisme aux États-Unis en l'espace de 15 ans, fois 3. Alors bien sûr, c'est peut-être plus détecté, identifié aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais voilà néanmoins qui va nous interpeller. Et on peut continuer. Et ici, ce sont des données hollandaises pour se rapprocher quelque peu. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'espérance de vie en bonne santé diminue dans un pays comme les Pays-Bas. L'espérance de vie en bonne santé, sans maladie chronique, a eu tendance à diminuer. Si après cela, nous ne sommes pas convaincus de la nécessité de changer, si nous n'avons pas l'audace de changer, c'est que nous sommes bien myopes. Le but n'est pas de dire que c'était nettement mieux avant. Michel Serres l'a dit au second degré avec son petit opuscule, hein, le « c'était mieux avant », qu'il a eu la délicatesse d'illustrer avec une femme, parce que bien sûr, c'était une femme qui faisait cela, en train de laver le linge à la main. Et j'adore cette phrase qui nous dit « Rien n'est tant responsable du bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire ». Ce n'était pas mieux avant. Pensez à ce qu'était un traitement chez le dentiste s'il y avait accès à un dentiste il y a un siècle. Ceci dit, environnement, santé mentale, mobilité sociale, éducation, il y a de quoi se poser des questions. En fait, il y a de quoi agir. Pourquoi? D'abord, pour des choses qui ne relèvent en rien de l'économie. Si nous avons, à mes yeux, à nous bouger, à agir, c'est pour des raisons éthiques. Ce n'est pas pour des raisons de type économique. Mais si besoin était, si vous en aviez vraiment besoin, les raisons économiques sont là aussi. 2006, un Anglais, Nicolas Stern, publie un rapport, enfin une review avec d'autres personnes et nous dit de manière très très claire, ça va coûter, mais ce qui va surtout coûter, c'est de ne rien faire. Le calcul intelligent, le b.a.-ba du raisonnement économique, c'est bien entendu de s'engager dans la voie de la transition. Ce n'est qu'une fraction que ce que ça nous coûtera par rapport à l'inaction. Pourquoi est-ce que je me permets de dire que c'est un raisonnement qui doit être de second plan? Ce n'est pas pour nier ce que Bertrand Piccard rappelait il y a peu, que dans écologique, il y a logique, qui disait que ce que l'on fait avec la nature, cette négligence par rapport au capital naturel, au capital environnemental, ce n'est pas dans les gènes ou les racines ou le raisonnement du capitalisme. Il dit non, ce n'est pas du capitalisme, c'est du crétinisme. Des mots qui interpellent. Mais pourquoi je souhaite néanmoins dire que c'est incidemment pour des raisons économiques qu'il nous faut nous en préoccuper? C'est parce que, quand bien même ce ne serait pas un bon calcul économique, je pense que l'exigence éthique par rapport à nos enfants, par rapport à ces populations des îles Maldives, du Bangladesh, de Lagos ou d'ailleurs, c'est une évidence que nous nous devons d'agir de la sorte. Et je trouverai le PowerPoint est à disposition de tout qui souhaite le recevoir, bien entendu. Hein. On trouve dans Justice et Paix cette phrase « L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ». Et j'accepte l'idée. Mais j'aime bien aussi, dans Laudato Si, les efforts pour une exploitation durable des ressources naturelles ne sont pas une dépense inutile, mais un investissement qui pourra générer d'autres bénéfices économiques à moyen terme. Vous voyez que le pape parle presque comme un économiste, en fait nettement mieux qu'un économiste, bien entendu. Vous êtes maintenant, mais vous l'étiez déjà, acquis à la cause du pourquoi. Regardons dans les minutes qui nous restent le comment. Eh bien, et je suis ici, mais vraiment dans le droit fil de ce que Gauthier Chapelle a dit hier.
Il a dit que ce qu'il fallait d'abord calculer, c'est de l'entraide, de l'empathie. Il a insisté sur ce mot d'entraide. Et je suis convaincu que le premier levier d'action, ce n'est pas un levier de type économique. Je reviendrai là-dessus parce que c'est sur ce sujet-là que vous m'attendez peut-être. Mais je suis convaincu que c'est d'abord en termes de valeurs que nous arriverons à un changement. Et il y a un mot que j'aime en particulier, inspiré de ce politologue, philosophe américain Sandel, c'est le mot respect. Si nous ne respectons pas l'autre, et en particulier ces fameux gilets jaunes, ces gens qui ont des difficultés à la fin du mois, nous n'y arriverons pas. Respect, je pense que c'est tout à fait fondamental. Deuxième mot important, et là encore, écho de ce qui se disait hier soir, protéger, rassurer. N'insécurisons pas davantage les gens. Ils sont déjà insécurisés. Celui qui vote pour Bolsonaro, celui qui vote pour Trump, celui qui vote pour Orban, et vous allongerez la liste comme vous l'entendrez, c'est quelqu'un qui souffre d'une perception de manque de respect et qui est dans un monde insécurisé. Régis Debray, et ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, dit que par rapport à la question des migrations, pour la comprendre, il faut comprendre que pour les gens, enlever les frontières, c'est comme leur arracher la peau. Je ne veux pas aller là. Et d'une fois encore, nous devrions d'être beaucoup plus accueillants. Mais comprenons ce sentiment de déprotection que vivent tellement de personnes dans notre société. Informer, éduquer, sensibiliser, voilà les premiers leviers d'action de la transition. Et pour l'illustrer, j'ai cette extraordinaire photo qui dit tellement de choses tristes. Ça n'a pas l'air, mais on sait quel est le dégât que font les réseaux sociaux sur l'état mental de la population. Parce que sur les réseaux sociaux, on va montrer des photos où on est en forme, où tout va bien, où on n'a pas de soucis. Et regardez ces gens qui vont au concert, et plutôt que de savourer le concert, ils pensent à faire quoi ? Poster une photo de eux heureux qui ont la chance d'être au concert pour faire baver les autres. Notre consommation est l'envie de consommation de notre voisin. Nous avons un devoir de lutter contre tout ce qui est un tant soit peu ostentatoire. Nous devons d'être modestes aussi dans notre consommation. Et ça, n'importe qui peut le faire. Chacun d'entre nous, dès maintenant, peut participer à cette logique. À côté de ce qu'il y a lieu de faire en termes de valeurs, la deuxième manière d'agir, et je ne suis pas encore à l'économique, c'est par la régulation publique. Je crois au mécanisme de marché et à l'économie, et j'y arrive dans un instant, mais ce n'est certainement pas pour se substituer à une régulation publique. Nous avons besoin des États. L'année dernière, ce sont les pouvoirs publics qui ont sauvé l'économie. Ce sont les pouvoirs publics qui ont sauvé l'économie. Que ça nous aide à dépasser une vision. Et on le sait, ici, en Belgique, en Wallonie, l'état des routes, la politisation, des gouvernances qui ne sont vraiment à nous faire dresser des cheveux. On a raison de râler contre les pouvoirs publics, le trop d'impôts qu'on paye pour l'argent qu'on reçoit en retour, ce genre de choses. Mais ne contestons pas la primauté à l'action collective organisée de manière démocratique par les pouvoirs publics. Et si nous n'aimons pas ça, manifestons, marchons demain, mais agissons au travers du canal de la coordination publique. Et il nous faudra fixer des objectifs. Et il y a moyen d'agir. En haut à droite, c'est juste un bête exemple. Enfin, bête, pas si bête que ça. Les abeilles, c'est fondamental dans la nature. Et Gauthier Chapelle en aurait parlé nettement mieux que je ne serais capable de le faire. Mais pourquoi, bon Dieu de bon sang, la Belgique s'exonère-t-elle d'interdictions européennes pour protéger les intérêts de betteraviers? Je ne suis pas betteravier, donc c'est plus facile pour moi de le dire que de... Mais néanmoins, et vous pourriez allonger la liste de tout ce que nous faisons en sachant que ce n'est pas bon. Et il y a donc lieu de lutter contre tous ces intérêts particuliers qui nous empêchent d'aller dans le bon sens. Cette obsolescence
programmés de tant d'appareils qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Cette absence de recyclabilité de ce qui nous est vendu aujourd'hui. Et on peut continuer. Des publicités abominablement consuméristes et sexistes dont on continue de nous abreuver mois après mois. Le pire moment étant évidemment le moment de salon de l'automobile, où on continue d'associer l'image de la femme et de la voiture. C'est quelque chose d'absolument inacceptable. Et on peut continuer. Et dans notre alimentation aussi. Et c'est un autre enjeu majeur. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de place pour l'économie? Je reprends une phrase. Nous faisons soit partie du problème, soit partie de la solution. Je ne m'inscris pas là-dedans. Mais j'accepte l'interpellation. Et j'accepte l'interpellation selon laquelle l'économie de marché pourrait faire partie du problème. Très, très certainement. J'ai indiqué le mot consumérisme. Et le consumérisme, vous allez associer ça à entreprise, recherche de profit et à économie et à marché financier. Mais ce n'est pas la faute de la science économique ou de l'existence des marchés financiers, du moins à mes yeux. Et si vous me permettez, je citerai ici Benoît XVI, l'économie et la finance, en tant qu'instruments, peuvent être mal utilisés quand celui qui les gère n'a comme point de référence que des intérêts égoïstes. Ainsi peut-on arriver à transformer des instruments bons en eux-mêmes en instruments nuisibles. Mais c'est la raison obscurcie de l'homme qui produit ses conséquences, non l'instrument lui-même. C'est pourquoi ce n'est pas l'instrument qui doit être mis en cause, mais l'homme, sa conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. J'aime cette citation qui, pour moi, trouve sa synthèse dans Dédale et Icare, dans ce tableau. Dédale et Icare, les ailes qui permettent de sortir du labyrinthe, les ailes qui sont la solution, les ailes qui nous rapprochent du soleil, qui nous font tomber dans la mer, qui sont le problème. La finance ou l'économie, c'est ça. C'est pour le meilleur et pour le pire. On peut agir avec des outils économiques. D'abord sur le plan individuel, en étant un consommateur. Tous les jours, à tout moment, vous votez avec vos pieds. En achetant ce que vous achetez ou en n'achetant pas ce que vous n'achetez pas, vous exprimez quelque chose. Et les entreprises et les dirigeants sont sensibles à ce que vous exprimez de la sorte. Avec l'un ou l'autre ici, avant d'entrer dans la partie officielle de notre matinée, j'évoquais cette application Yuka. Yuka, c'est quoi? C'est une application qui vous informe sur la qualité nutritionnelle des aliments. Il se fait qu'il y a 1, 2, 3, 5, 12, 20, aujourd'hui 25 millions de petzouilles, de gens parfaitement lambda. On n'en connaît aucun. Mais parce qu'il y a 25 millions de personnes qui se sont donné la peine de télécharger cette application, vous avez des supermarchés à l'Intermarché qui modifient la manière de fabriquer les biscuits qui vous sont vendus et d'y mettre un petit peu moins de graisse et un petit peu moins de sucre. Parce que chacun d'entre nous, très, très, très modestement, dans un parfait anonymat, a pris la peine de se bouger. Alors, ce n'est pas parfait. Moi, je suis actif dans le monde de la finance et on voit un newbie, mettons notre argent au service d'une société plus respectueuse de la planète et des droits humains. Et je m'inscris, mais 1000 fois là-dedans. Ça peut être critiqué. Et écoutons les critiques. Et les critiques, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et on a récemment un gars BlackRock ou un ancien de BlackRock qui nous dit « l'investissement durable, ça n'a aucun impact, c'est même nuisible ». Il y a moyen d'y répondre. Et ce serait un plaisir pour moi de me laisser aller à chercher à répondre à cela. Mais donc, soyons des acteurs au quotidien. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Continuez à trier vos t-shirts et atteindre la lumière en quittant la salle, mais ça ne suffira pas. Il nous faut agir à un niveau beaucoup plus large. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme instrument économique pour la chose? Eh bien, en fait, il y aura souvent une idée qui viendra à l'esprit, c'est en matière économique, ce qu'on appellera le signal-prix, par le prix. C'est pas ce qu'il y a de mieux, le prix. Parce que si vous rendez quelque chose qui pollue plus cher, ça permettra à celui qui a de bons revenus ou un bon patrimoine de continuer à consommer et à celui qui n'a pas cette chance-là de ne plus consommer. Et est-ce que c'est très juste? Non. J'y reviens dans un instant. Les instruments économiques
ont bien entendu leurs limites. Mais ils ont aussi leurs atouts. Faut-il interdire le vol en avion? Certains diront oui, d'autres diront non. Mais est-ce que c'est la même chose si vous avez de la famille qui vit dans un pays qui n'est pas... Ma maman a sa fille, ma sœur, qui vit en Italie, vais-je lui dire que tu ne peux plus prendre l'avion? Est-ce que ce n'est pas plus logique que moi, je n'aille pas en avion en vacances, mais que ma sœur et ma maman puissent se rencontrer? Oui, bien sûr qu'il faut pouvoir différencier. Et l'instrument économique va être pour ça beaucoup plus fin, parce que par rapport à une régulation public, il va pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, nous consacrions notre budget pollution à ce qui nous tient le plus à cœur. Et pour certains, ce sera prendre l'avion pour assister et participer à une réunion de famille. Mais pour d'autres, ce sera un autre type de déplacement. L'outil économique va nous permettre de s'adapter à ces préférences qui ne sont pas les mêmes. On peut donc jouer sur le signal de prix. Ça veut donc dire, pour parler clairement, taxer. Taxer sous forme d'accise, sous forme de taxe CO2, sous forme de taxe kilométrique intelligente. À Bruxelles, il y a des gens qui ont le courage de venir avec l'idée d'une taxation kilométrique intelligente dans la ville. Ils se sont fait fusiller. Il y a visiblement dans notre pays des gens qui préfèrent la bêtise. Comment peut-on être contre une fiscalité qui va tenir compte de manière plus fine de ce que ça a comme conséquence sur la communauté, votre propre choix de comportement? Alors bien sûr, ce n'est pas toujours que votre propre choix, et ça fait partie des limites. Mais puisqu'il nous faut être concret, et Alix l'a bien dit dans son mot d'accueil, nous avons besoin d'agir. Et au-delà de la manifestation de demain, devenons des propagandistes de l'une ou l'autre mesure. Moi, j'en ai une qui me tient à cœur. Je sais qu'elle est largement partagée par la communauté des économistes, mais je ne veux pas vous l'imposer. C'est ce qu'on appelle la taxation du CO2. Ça veut dire que vous allez être amené à être responsabilisé pour votre pollution. Si vous avez un comportement très polluant, on va vous demander de payer beaucoup. Si vous avez un comportement peu polluant, on vous demandera de payer peu. Il faut que ce soit organisé de manière graduelle, de manière prévisible, qu'il y ait des ajustements à la frontière. Il ne s'agit pas de faire venir ce qui est très très polluant de l'étranger et d'ainsi contourner les règles. Il faut permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de se financer, par exemple l'isolation de leur bâti, de le faire. Il faut que l'argent ainsi mobilisé soit réinvesti dans un accompagnement social des personnes qui auraient eu à souffrir et auront à souffrir de cette fiscalité environnementale alourdie. Mais ce n'est pas parce que ce ne sera pas facile qu'il ne faut pas le faire. Des outils économiques, et j'en arrive à la fin de ma présentation, des outils économiques qui, et j'en suis bien conscient, ont leurs limites. Pour reciter ce Sandel que j'évoquais il y a un instant, et qui a un bouquin dont le titre est particulièrement explicite, il y en a d'autres, mais ici il y en a un, c'est « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Vous, pas plus que moi, nous ne voudrions vivre dans une société où on achète des reins, même si de facto, il y a moyen d'acheter un rein. Mais nous ne le souhaitons pas. Est-ce qu'on veut acheter des permis de polluer? Ça fait froid dans le dos de l'exprimer comme ça. Mais si c'est un moindre mal, si c'est l'étape que collectivement nous considérons comme la moins nuisible pour arriver à sauvegarder notre planète, eh bien, je pense qu'il faut oser envisager un instrument aussi peu sympathique que celui-là. C'est un instrument, taxer la pollution, qui aura des conséquences sociales par rapport aux campagnes, par rapport aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture aux normes de que sais-je. C'est un instrument qui peut se donner lieu à de la spéculation, là encore, dans l'audat aussi, on l'évoque. C'est quelque chose qui peut avoir un côté arrogant. Vous imaginez, ici, il y a un économiste qui n'a pas des fins de mois difficiles et qui vient dire « Youpi, l'énergie est chère ». C'est inaudible aujourd'hui. Donc je vais le dire tout bas. Je pense que c'est une bonne idée que notre gaz soit plus cher. Je pense que c'est une bonne idée que l'énergie électrique soit plus chère. Nous devons passer par là. Mais bien entendu, il ne faut pas le faire de manière insultante. Il y a encore, enfin, que les instruments économiques tels qu'ils sont mis sur la table sont lents, beaucoup trop lents par rapport aux urgences environnementales qui sont les nôtres. Mais ils font partie de la boîte à outils. Et je préfère aborder les questions économiques sous cet angle-là, et c'est un débat que nous aurions pu avoir avec Gauthier Chapelle, qui a évoqué le mot de décroissance hier soir,
la décroissance, pour moi, elle ne peut pas être une proposition à généraliser. Que certains d'entre nous entrent sur le chemin de la décroissance, que certains secteurs d'activité, on pensera bien entendu à celui du tourisme en avion, connaissent une décroissance, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est écrit sur les murs. Nous allons vers cela, like it or not, volens nolens. Mais en même temps, les chantiers qui sont devant nous, en termes d'investissement public, d'isolation du bâti, de réorientation de notre manière de produire notre alimentation, vous savez quoi? Il y a de l'activité économique pour les années qui viennent, et beaucoup. Et avec une mise au travail intensive, donc avec des vertus en plus en matière d'emploi qui sont tout à fait bénéfiques. Voilà, j'en ai fini sans conclusion. Sans conclusion, et c'est délibéré, parce qu'en fait, nous ne sommes pas ici autre part que dans l'espérance, que dans un cheminement. Nous marcherons demain, nous marchons déjà ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup Étienne pour votre discours enthousiasmé et enthousiasmant. Alors maintenant, nous allons vous demander de nouveau un petit retour via WooClap, de nous dire en un mot ce que vous avez retenu, vos impressions, le sentiment que vous gardez en un verbe, en un mot, en un verbe, le sentiment comme ça, juste à chaud, un mot qui vous vient à l'esprit après cette présentation. Extraordinaire. Et alors, on aimerait bien insister sur le fait que c'est un verbe qu'on aimerait qu'il sorte, pour un peu aussi vous obliger à réfléchir à un verbe et pas juste dire un mot. Parce qu'un verbe signifie l'action, évidemment. L'action, le but de cette conférence. L'action qui... On veut vous pousser à agir. Et donc, nous avons vu à travers, eh bien, d'abord tous ces chiffres, mais également... tous ces chiffres surtout, que l'heure était grave, mais ça on le sait déjà. Mais il y a également un message d'espoir derrière, et notamment via le comportement de consommateur. Moi j'ai trouvé ça très parlant comme image, de se dire que chacun à notre échelle, mais finalement tous ensemble, on pouvait faire la différence. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de noter dans les mots qui ressortent le mot « agir ». On s'y attendait un petit peu, mais on peut aller voir un peu plus loin. On a espéré, bouger, investir. Alors le mot « urgence », évidemment, ressort, mais ça, je pense qu'on va beaucoup l'avoir ce matin. Ce n'est pas un verbe, donc ne le ressortez plus si on demande un verbe. Et alors, il y a responsabilité, réaliste. Alors timide, je ne sais pas si la personne est timide ou bien si Étienne de Calata était timide, mais je ne l'ai pas ressenti, en tout cas, personnellement. Aller plus loin, c'est un beau message d'espérance, ça, de vouloir aller plus loin, ne pas attendre, conscientiser, sensibiliser. Merci beaucoup pour votre retour. Nous allons ensuite passer à la prochaine intervenante, Madame Elena Lassida, que Rodolphe va vous présenter. Alors, Elena nous vient de loin, puisqu'elle est originaire du Paraguay, mais aujourd'hui, elle nous vient de Paris. Alors, c'est une économiste et ses domaines de recherche sont l'économie sociale et solidaire, le développement durable, ainsi que le lien entre l'économie et la théologie. Et donc, ça va faire un petit peu le lien entre Étienne de Calataï et Richtorf, ce qu'on entendra après. Elena fait aussi partie du groupe de réflexion sur l'écologie et la société pour la conférence des évêques de France. Et elle s'intéresse principalement à la qualité de relations et non pas à la quantité des biens. Tout un programme, évidemment. Madame Lassida, vous pouvez nous rejoindre. Et on peut l'applaudir, évidemment. Bonjour à tous, merci de m'inviter à participer de cette rencontre. Voilà, j'espère pouvoir continuer en tout cas avec la lignée d'espérance
je ne serais pas capable d'avoir cet enthousiasme débordant qu'on a reçu avec l'intervention d'Étienne, mais j'espère en tout cas pouvoir continuer à nourrir cette espérance et invitation à l'action que nous avons entendue. Alors, je suis également économiste, mais voilà, je ne vais pas, là vous avez eu, je pense, votre lot du regard économiste. Je vais plutôt vous partager un petit peu ma réflexion à partir de l'expérience que j'ai eue dans cette mission à la Conférence des évêques de France, une mission qui avait été créée à la suite de la publication de Laudato Si, pour accompagner la réception de Laudato Si dans les communautés chrétiennes. Et donc, c'est un petit peu à partir de là que je vais partager avec vous un petit peu quelques échos de ce mot de transition. Et j'ai choisi de vous partager 3 échos en lien avec le mot transition, 3 échos assez différents. Le premier, ça va être autour de 2 images que pour moi renvoie un petit peu à ce que nous invite aujourd'hui la transition. Le deuxième, ça va être plus conceptuel et en lien avec ce que dit de la transition pour moi Laudato Si, même s'il a été déjà évoqué le texte. Et le troisième, c'est plus une pratique. Donc, c'est, puisque justement on est invité à agir, c'est vous partager un petit peu 2 expériences pratiques un peu en lien avec cet engagement dans la transition. Alors, le premier, donc je disais, le premier écho à ce mot de transition, c'est un autre mot. Et que pour moi, voilà, je pense que c'est intéressant à mettre en lien, c'est le mot de métamorphose. Métamorphose. Je préfère le mot de métamorphose parce que le mot de métamorphose, pour moi, dit d'emblée quelque chose de beaucoup plus radical, un changement beaucoup plus radical que celui de transition. Le mot de métamorphose dit changement de nature, dit changement de structure, dit voilà, on change quelque chose de fondamental et je pense que c'est un petit peu le type de transition à laquelle nous sommes invités parce que le risque avec la transition, c'est voilà, de dire il s'agit simplement d'un changement au niveau technique. Voilà, on va changer les voitures à pétrole par des voitures électriques et voilà, et on continue à vivre de la même manière. Et donc, c'est un peu le risque de réduire justement la transition à quelques changements uniquement d'ordre technique. Et je pense que métamorphose renvoie beaucoup plus à cette idée d'un changement radical. Alors, je vais associer ce mot et expliquer un petit peu ce que je mets derrière ce mot de métamorphose. Je vais le faire avec 2 images. Une première image, que je pense que c'est une image classique qu'on associe à métamorphose, que c'est la transformation de la chenille en papillon. Vous savez, c'est souvent cette image qu'on évoque quand on parle de métamorphose. Et donc, deux animaux, on peut dire, qui sont un même, mais qui prennent une forme radicalement différente. Et de ce passage de la chenille qui devient papillon, voilà, je dégage 3 paradoxes que pour moi disent quelque chose justement de la métamorphose et que pour moi sont une manière justement de penser la transition aujourd'hui. Le premier paradoxe, c'est, je dirais, entre continuité et rupture. Pour moi, il y a là, dans la transition, un peu à faire jouer ensemble ces deux logiques, celle de la continuité. Voilà, le papillon, c'est le même animal que la chenille, donc il y a une continuité, et je pense qu'il y a des choses à garder, qu'il y a des choses à poursuivre, mais qu'il y a aussi une rupture à faire.
Et vous voyez, la rupture, la chenille qui devient papillon, ça dit quelque chose de radical. Enfin, c'est un changement radical. Ce n'est pas seulement un changement d'apparence. Et donc, c'est cette idée qu'il y a des ruptures à faire. Donc, la transition suppose justement de rompre avec certaines choses, sûrement avec certains modes de vie, avec certains styles de vie. Et donc, c'est ça qu'il faudrait décider ensemble. Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre quelque part. Mais voilà, et il y a un petit peu dans la métamorphose ce paradoxe à vivre entre continuité et rupture. Deuxième paradoxe, c'est entre détermination et lâcher prise. Je pense que dans la transition, il y a voilà, il faut vouloir la transition. Et on a entendu tout à l'heure plein d'invitations très concrètes, je dirais des décisions qui sont d'ordre politique ou d'ordre personnel, mais voilà, qui supposent de faire un choix volontaire. Donc il faut de la détermination, il faut de la volonté. Mais il faut aussi du lâcher-prise. Je pense que nous sommes dans des sociétés où nous croyons que tout est possible de contrôler, de maîtriser, et que là, je pense, c'est peut-être l'élément central de la transition à faire, que c'est d'apprendre justement à lâcher prise, c'est d'apprendre justement à s'ouvrir quelque part à l'inattendu. Je pense qu'on est parfois obsédé par le fait de pouvoir anticiper l'avenir et de pouvoir le sécuriser. Et que là, peut-être, je pense que ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre avec la pandémie, avec la Covid, c'est un apprentissage justement qu'on ne contrôle pas tout et comment est-ce qu'on se prépare à vivre l'inattendu. Et comment l'inattendu peut aussi nous faire découvrir des choses nouvelles et bonnes. Donc voilà, on dit, j'ai entendu que quand la chenille devient papillon, si on intervient pour que le papillon sorte plus vite, on tue la chenille et on tue aussi le papillon. Donc voilà, la détermination peut parfois, au contraire, couper le résultat. Et donc du coup, cette invitation aussi à savoir lâcher prise pour que la transition soit possible. Donc voilà, deuxième paradoxe. Et troisième, c'est, je dirais, entre la perte et le gain. C'est un petit peu très en écho au premier paradoxe. Et il faut accepter de perdre quelque chose. Il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de métamorphose si on n'accepte pas de perdre quelque chose. Si face au changement à faire, voilà, on est dans l'attitude d'essayer de préserver, de garder nos acquis, là, je pense qu'il n'y a pas de transition possible. Et donc, voilà, il faut accepter de perdre quelque chose. On le voit bien, le papillon n'a pas les mêmes capacités que la chenille, ne va pas pouvoir glisser sous la terre comme la chenille, mais il va pouvoir faire d'autres choses. Il va pouvoir voler, ce que la chenille ne peut pas faire. Et donc, du coup, il y a des choses nouvelles à acquérir, mais pour ça, il faut accepter de perdre quelque chose. Donc voilà, et un petit peu un premier écho de ce mode de transition à travers la métamorphose et ces trois paradoxes. Et donc, je finis ce premier écho avec une autre image, un peu plus poétique, mais qui est en lien aussi avec la nature. Une image que j'aime beaucoup, c'est un proverbe turc anonyme qui dit « Les nuits sont enceintes et nul connaît le jour qui naîtra. Les nuits sont enceintes et nul connaît le jour qui naîtra. » Donc, vous voyez, je trouve cette image très belle parce qu'il parle de la nuit. Et on peut dire qu'on est de manière diverse dans la nuit. On est face à des obscurités très profondes, à des abîmes. Et donc on est en train de traverser cette nuit. Mais c'est cette idée qu'on voit la nuit comme ayant la promesse d'un meilleur possible, qu'on ne le voit pas encore, qu'on ne le connaît pas encore. Mais voilà, cette nuit comme quelque chose qui n'est pas une menace, mais qui est une promesse
de meilleur possible. Donc voilà, les nuits sont enceintes et on ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est là qui se joue l'espérance. On attend quelque chose de meilleur. Donc voilà, métamorphose comme un changement radical et qui est promesse de meilleur possible. Deuxième écho au mot transition. Alors, là, je vais faire le lien direct avec l'encyclique Laudato Si. Vous savez, dans l'encyclique, le pape ne parle pas de transition, il parle de conversion. Et il va utiliser justement le mot de conversion écologique. Alors, vous savez que le mot conversion, c'est un mot qu'on associe plutôt au domaine religieux, au domaine spirituel. Et je pense que quand le pape parle de conversion écologique, c'est une manière de dire que la transition à laquelle on est aujourd'hui confronté, c'est une transition qui n'est pas uniquement d'ordre matériel, d'ordre technique, mais que ça concerne le sens même de la vie. Donc ce n'est pas la manière d'organiser la vie individuelle et collective qui est en jeu, c'est aussi ce qui donne du sens à la vie. Et donc cette transition est quelque chose d'existentiel. Ça vient interroger justement l'existence et le sens de l'existence. Donc je pense que c'est à ça que renvoie ce mot de conversion. Mais ce qui était intéressant, c'est que voilà, le pape va essayer de dire qu'est-ce qu'il met derrière la conversion écologique. Et il donne 3 éléments de cette conversion écologique et que je trouve aussi qui sont très intéressants pour penser la transition dans toutes ses dimensions. Il dit la conversion écologique suppose en premier la communion. Et il dit il faut apprendre à rentrer en communion avec tous les êtres vivants, avec toutes les créatures. Et donc, vous voyez, je pense que toute l'idée de conversion écologique qui est présentée dans Laudato Si renvoie à mettre la dimension relationnelle au centre de la vie. Il dit, voilà, ce qu'il faut récupérer, c'est que ce qui est essentiel pour vivre, ce n'est pas seulement de pouvoir manger, se loger, s'habiller, donc répondre aux besoins de base, mais ce qui est essentiel, c'est la dimension relationnelle. On est avant tout des êtres de relation. Et donc, il va dire, la conversion écologique passe justement par cette capacité de mettre la relation au centre de nos vies. Et il dit, il y a une relation qui est centrale, c'est la relation de communion. Donc, mais vous voyez, on parle, nous, beaucoup de communion au niveau humain. Voilà, c'est ce qui renvoie à l'idée ensuite de communauté. On sait bien que c'est déjà pas évident d'être en communion avec les autres humains, mais l'invitation du pape est beaucoup plus radicale parce qu'il dit il faut rentrer en communion avec toutes les créatures. Et donc là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de rentrer en communion, non seulement avec des animaux qui nous sont proches, mais également avec des animaux qui peuvent nous gêner, comme les insectes, les moustiques, les araignées. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre en communion avec ces créatures? Donc voilà, vous voyez là, je pense qu'il y a une invitation à dire on prend la nature comme une ressource. De fait, nous les économistes, mais pas seulement, nous parlons de la nature comme ressource, justement pour pouvoir produire et satisfaire les besoins. Et en fait, là, on est invité à dire non, la nature n'est pas une ressource. La nature, c'est un être vivant et c'est un être de relation. Donc voilà, la transition, la conversion passe par justement arriver à établir, à tisser des relations de communion avec tous les êtres vivants. Deuxième élément que le pape va associer à la conversion écologique, c'est l'idée ou la notion de gratuité. Et il dit la conversion suppose de la gratitude et de la gratuité. Et en fait, dans toute l'encyclique, le pape donne une place très importante à la gratuité. Et il dit, en fait, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de transition écologique,
tout de suite, on pense à une autre manière de gérer les ressources naturelles. Et on est tout de suite dans une gestion plus responsable de la nature. Et en fait, le pape dit, avant de voir comment on gère et on utilise autrement la nature, il faut avant tout, et c'est le premier pas essentiel de la conversion, avant tout commencer par reconnaître que cette création ne nous appartient pas, que cette création n'est pas notre possession. Et donc, c'est une fois qu'on a reconnu ça, qu'ensuite, on peut commencer à voir quel type de lien on a avec elle. Et donc, du coup, il dit, il faut retrouver de la place à la gratuité dans nos sociétés. Et vous voyez, je pense que là, il y a une invitation très radicale parce que en permanence, je pense, même pour faire du bien aux autres, on le pense de manière utile. Et à chaque fois qu'on a un projet à faire, et même si on est dans la solidarité, dans la charité, on va l'évaluer en termes d'efficacité, en termes d'utilité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Combien de personnes on a réussi à faire venir à la rencontre? On est tout de suite dans l'évaluation, l'analyse de ce qui est utile. Et là, vous voyez, quand le pape met la gratuité au centre de la vie, il nous invite à dire, la première chose, c'est à dire, de quelle manière on fait place à la gratuité dans toutes nos actions. Donc, gratuité. Et le troisième terme ou élément que le pape va associer à la conversion écologique, c'est la créativité et la joie. Il les met ensemble, créativité et joie. Donc créativité parce qu'il dit, on est face aujourd'hui à un monde qui est en extrême fragilité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelque chose qui est fragile? On va essayer de réparer. Et le pape dit, aujourd'hui, la fragilité à laquelle on est confronté, que ce soit la fragilité de la nature ou la fragilité humaine, la pauvreté de la terre ou la pauvreté humaine, il dit, surtout, il ne faut pas réparer. Il ne faut pas réparer. Réparer, c'est revenir à ce qui est connu. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut profiter de cette situation pour créer du nouveau, pour inventer du nouveau. C'est ça la créativité. C'est de dire on a aujourd'hui une chance historique pour inventer, pour créer des nouvelles manières de vivre ensemble, pour inventer des nouvelles formes de relations avec la terre et avec la nature. Donc profitons justement de cette situation pour être créateurs. Et je trouve très beau le fait que la créativité, il la met en lien avec la joie. Et c'est quelque chose, c'est un élément très important de la transition. Et je pense que c'est important de garder cette idée de joie, parce que ce qu'il dit, c'est le changement à faire va être douloureux, parce qu'il va falloir perdre des choses. Mais justement, ce qui va nous indiquer qu'on est dans la bonne voie, c'est si ça nous génère de la joie. Et il va y avoir de la perte, il va y avoir de la souffrance, mais il faut qu'il y ait de la joie. Cette transition, ça va ouvrir à quelque chose qui va être source de joie. Donc conversion écologique, et donc en écho avec ces trois invitations, la communion, la gratuité et la créativité. Et je finis avec le troisième écho, qui est plutôt pratique, et c'était pour vous partager une expérience très concrète qu'on a mis en place en France. Alors, c'est une expérience au sein de l'Église, mais qui ne veut pas, se présente pas uniquement comme une expérience d'Église, mais c'est un petit peu, c'est venu avec l'idée que la transition écologique, la société civile était déjà assez consciente et ayant mis en place plein des pratiques au service de cette transition, et que peut-être il fallait justement aider les communautés chrétiennes à pouvoir s'inscrire aussi dans ce processus, dans cette démarche de conversion écologique, de transition écologique. Et qu'en plus, le pape nous disait que cette transition est quelque chose qui est directement en lien
avec notre foi chrétienne. Et donc, du coup, ça nous concerne aussi en tant que chrétiens. Et donc, voilà, en France, on a mis en place un dispositif qu'on appelle Église verte. Église verte. Je vais vous dire justement, et avec 2 exemples concrets, si ça vous intéresse, vous pouvez voir un petit peu la proposition sur Internet. Il y a un site d'accès libre qui s'appelle égliseverte.org. Et en fait, Église verte, c'est un label, c'est ce que nous appelons un label. Et l'idée, c'est que voilà, c'est un éco-diagnostic, un questionnaire avec 80 questions qui concerne un petit peu la conduite écologique dans tous les niveaux d'une communauté chrétienne. Ça s'adresse avant tout aux communautés paroissiales. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir, à travers ces questions, donner des idées très concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire dans cette démarche écologique. Parce que peut-être ici, ça a été pareil. En France, quand Laudato Si a été publié, ce que nous avons entendu très fortement, c'était la demande de « oui, tout ça c'est très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc c'est pour répondre un petit peu à cette demande qu'on a mis en place ce dispositif. Et donc, voilà, le questionnaire touche, comme je disais, toutes les dimensions de la vie d'une communauté chrétienne. Ça touche la liturgie et la catéchèse. Ça touche évidemment la gestion du bâtiment. Donc là, directement, tout ce qui est plus lié aux questions énergétiques, gestion des déchets. Ça touche les terrains. Souvent, dans les églises, il y a aussi des terrains plus grands ou plus petits associés. Comment est-ce qu'on s'occupe de ces terrains? Ça touche les modes de vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on organise une activité en paroisse? Où est-ce qu'on achète les aliments pour les rassemblements? Et comment est-ce qu'on organise les déplacements? Est-ce qu'on organise des covoiturages, etc. Donc, les modes de vie et puis la solidarité. Et voilà, pour répondre à cet appel très fort de Laudato Si, la clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est un seul et même cri. Donc, vous voyez, ça touche pas uniquement la question environnementale, mais toutes les dimensions de la vie. Et je voulais évoquer, pour finir, deux exemples très concrets, parce que l'idée, c'est que les communautés répondent au questionnaire et que s'engagent à mettre en application une initiative pendant l'année, et voilà, qui puisse leur permettre justement de rentrer dans ce processus de conversion. Alors, 2 expériences qui sont petites, mais que pour moi sont révélatrices de ce que aujourd'hui le rapport à la terre en fait peut révéler et peut produire. C'est dans une petite église, une église à Paris, donc une église urbaine, qui avait un tout petit terrain. Et donc, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit terrain avec juste des fleurs. Et ils ont décidé d'organiser un compost communautaire. Donc, voilà, ils ont installé les structures pour le compost. Ils ont donné à chaque paroissien un seau. Et donc, les dimanches, quand les paroissiens viennent à la messe, chacun vient avec son seau, avec les déchets de la semaine. Donc, on le verse dans le compost. Puis, on va à la messe. On met le seau sous le banc. Je vous assure, ça ne sent pas mauvais. Et puis, quand on repart, si on veut, on peut reprendre du compost déjà fait pour l'utiliser dans sa maison. Donc, vous voyez, c'est tout simple, c'est très banal, mais ce qui est magnifique, c'est ce que ce compost a produit, a généré dans la communauté. Parce que du coup, tout le monde s'est mis à parler du compost. Et donc, il n'y avait plus ni le responsable de liturgie, le responsable de la catéchèse ou le responsable de la pastorale sociale. Il y avait un élément commun qui était justement ce compost. Donc, ça créait du lien, de la communion à l'intérieur de la communauté. Mais ce qui a été encore mieux, c'est que des voisins du quartier, quand ils ont vu le compost communautaire, des gens qui n'allaient pas du tout à l'église et qui n'avaient aucun intérêt d'aller à l'église, ils sont venus demander s'ils pouvaient participer du compost. Et donc, du coup, la communauté paroissiale a commencé un lien, une relation avec les voisins du quartier
que ne seraient jamais venus à l'église, mais que grâce au compost, voilà, il y a une relation qui a commencé à se faire. Donc voilà un exemple très simple, mais comment justement cette expérience permet de vivre des choses nouvelles à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur. Et la deuxième, très rapidement, c'est aussi une autre église à Paris, qui avait aussi un terrain qui était un peu délaissé. Et donc, voilà, il ne faisait rien. Et en fait, dans ce quartier, il y avait des gens sans domicile fixe, donc des gens en grande précarité qui vivaient dans le trottoir. Et en fait, la paroisse avait essayé plein de fois de faire des choses avec ces personnes sans domicile fixe et n'avait pas réussi. Et en fait, quelqu'un de la paroisse a dit, mais pourquoi pas leur proposer de venir travailler et s'occuper de ce terrain pour le transformer en jardin. Et donc, ils sont acceptés et ils sont venus. Ce n'est pas un jardin potager, en fait, c'est un jardin juste pour la beauté du lieu. Et donc, voilà, ils ont mis en place le jardin. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que c'est les gens les plus pauvres du quartier qui habitent le quartier parce qu'ils habitent les trottoirs du quartier. C'est eux qui ont rendu beau le quartier. Justement parce que le jardin a apporté de la beauté à l'environnement. Et donc, et ce qui est magnifique, c'est comment ces gens, qu'en général sont habitués à être des bénéficiaires, on leur donne à manger, on leur donne de l'assistance de la santé. Là, ils ont été sollicités pour être des acteurs. Et pas n'importe pas quel acteur, c'est-à-dire pour être justement ceux qui rendaient le quartier beau. Donc voilà deux petits exemples qui disent pour moi, et je finis avec ça, ce qui est pour moi l'invitation très forte de Laudato Si, et que pour moi c'est une autre manière aussi de dire ce que c'est la transition, c'est comment transformer une culture du déchet en culture de rencontre. On vit dans une culture du déchet. Les deux exemples que j'ai donnés parlent justement de déchets alimentaires et de déchets humains. Des personnes justement qui sont aujourd'hui en grande précarité, on peut dire que sont considérées par la société comme des déchets. Et voilà que ces deux pratiques ont transformé les déchets en ressources. Et donc voilà comment aujourd'hui transformer la culture de déchets en culture de rencontre. Je pense que c'est une belle invitation pour penser la transition. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Elena. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que dans le feu de l'action et surtout dans l'émotion, j'ai créé un raccourci entre Paris et Uruguay. Donc, j'ai dit Paraguay, mais évidemment, donc c'était l'Uruguay dont vient Elena. On a beaucoup aimé votre intervention. Moi, je retiens personnellement ce que vous avez expliqué, surtout de l'attitude de lâcher prise, de vivre de l'inattendu, etc. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à être trop rattaché à ce qu'on connaît. Et j'étais avec Père Charles il y a quelques jours à une conférence de Bertrand Piccard, et lui aussi, il disait il faut quitter ce qu'on connaît et aller vers ce qu'on ne connaît pas, parce que c'est comme ça qu'on sera chamboulé dans nos habitudes et qu'on pourra évoluer. Donc ça m'a fait penser à ce que vous disiez, et merci beaucoup pour ça. Et moi, je retiens aussi encore un paradoxe, la notion de perte et de gain, et surtout de continuité et de rupture. Donc vous disiez que c'est un chemin de continuité, mais il faut une rupture avec ce qu'on connaissait, sinon on ne pourra pas avancer. Moi, j'ai trouvé cette image-là très parlante, donc merci beaucoup. Et alors après déjà ces deux premiers intervenants, et en attendant les deux suivants, nous vous proposons maintenant de faire une petite pause, l'occasion de prendre l'air, d'un petit peu respirer, mais aussi l'occasion d'agir en parlant entre vous, parler de ce que vous avez écouté, ou sinon simplement faire connaissance avec vos voisins ou les autres personnes dans la salle. Et on se retrouve ici dans une demi-heure pour les deux intervenants suivants. Merci beaucoup. Dans une demi-heure pile, soyez à l'heure. Merci beaucoup.